Dans la nuit du 23 mars 1876, 350 hommes encagoulés ont traîné un homme hors de sa maison dans un comté rural de la Caroline du Sud. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cet homme commandait 1000 soldats prêts à mourir pour lui. Si cette histoire vous glace le sang, abonnez-vous à la chaîne et commentez de quelle ville vous nous écoutez. Ce qui s'est passé cette nuit-là a été effacé des archives officielles, mais les témoignages murmurent encore dans les familles qui ont survécu. Le comté de Clarendon, en Caroline du Sud, s'étendait comme une cicatrice sur le ventre du Sud-Américain. 11 ans après la fin de la guerre de sécession, la région ressemblait à un corps dont la peau aurait cicatrisé trop vite sur une blessure infectée. Les plantations démembrées continuaient de produire du coton et du tabac, mais les mains qui travaillaient la terre n'étaient plus enchaînées par la loi, seulement par la peur et la nécessité économique. Les routes poussiéreuses qui serpentaient entre les champs de coton menaient à de petites communautés où les Noirs affranchis avaient établi leurs propres églises, leurs propres écoles, leurs propres commerces. C'était une époque étrange, suspendue entre deux mondes. La reconstruction avait apporté des promesses de citoyenneté, de vote, de dignité. Mais dans les tavernes où les hommes blancs buvaient du whisky de contrebande, ces mots résonnaient comme une insulte personnelle. La ville de Manning, chef-lieu du comté, comptait à peine 2000 âmes. Son tribunal de briques rouges se dressait au centre d'une place où l'on avait autrefois vendu des esclaves. Maintenant, des hommes noirs y siégeaient comme jurés. Des hommes noirs votaient. Certains possédaient même des terres. Pour beaucoup de blancs du comté, c'était comme si le monde s'était retourné. C'est dans ce contexte de ressentiment bouillonnant que le Ku Klux Klan avait trouvé un terrain fertile. L'organisation, née dans le Tennessee quelques années après la guerre, s'était répandue dans tout le Sud comme une maladie contagieuse. Dans le comté de Clarendon, elle avait pris racine avec une violence particulière. Les premières actions avaient été des intimidations, des croix brûlées devant les églises noires, des menaces laissées sur les portes, des coups de feu tirés dans la nuit. Puis les choses avaient empiré. Un homme noir accusé d'avoir regardé une femme blanche avait été retrouvé pendu à un arbre. Un autre, qui avait osé porter plainte contre un fermier blanc, avait disparu sans laisser de traces. Les autorités fédérales envoyées par Washington enquêtaient, mais leurs rapports disparaissaient dans les méandres bureaucratiques. Les shérifs locaux, souvent eux-mêmes membres ou sympathisants du clan, fermaient les yeux. La communauté noire du comté vivait dans une terreur silencieuse. Chaque nuit, on barricadait les portes. On cachait les enfants. On priait pour que l'aube arrive sans cavaliers encagoulés. Mais à Pinewood, un hameau situé à 15 kilomètres au nord de Manning, quelque chose de différent se préparait. Nathaniel Freeman habitait une maison de bois blanchi à la chaux, à la périphérie de Pinewood. Ce n'était pas une grande demeure, mais elle était solide, avec un porche profond et un toit qui ne fuyait pas. Derrière la maison s'étendaient 12 acres de terre que Freeman avait achetés avec ses économies de soldats. Il y cultivait du maïs, des légumes et élevait quelques porcs et poulets. Freeman avait 42 ans en cette année 1876. C'était un homme de taille moyenne, aux épaules larges, à la peau couleur acajou. Ses mains portaient les cicatrices du travail dur et de la guerre. Son visage était grave, marqué par des rides profondes autour des yeux et de la bouche. Il parlait peu, mais quand il le faisait, les gens écoutaient. Ce qui rendait Nathaniel Freeman différent, c'est qu'il n'avait pas peur. Ou plutôt, s'il avait peur, il ne le montrait jamais. Freeman était un vétéran du 54e régiment d'infanterie du Massachusetts, l'une des premières unités de soldats noirs à combattre pour l'Union. Il avait servi pendant 3 ans, de 1863 à 1866. Il avait combattu à Fort Wagner, à Olustee, dans les marais de Floride. Il avait vu des hommes mourir à côté de lui. Il avait tué des hommes. Il avait reçu une balle dans l'épaule gauche qui lui causait encore des douleurs les jours de pluie. Mais surtout, il avait appris quelque chose que beaucoup d'hommes noirs de sa génération avaient appris pendant la guerre. Il pouvait se battre. Il pouvait commander. Il pouvait gagner.
Après la guerre, Freeman était retourné en Caroline du Sud, l'État où il était né esclave. Mais il n'était pas revenu comme esclave. Il était revenu comme citoyen, avec de l'argent dans sa poche et un fusil Spencer à 7 coups dans son sac. Il avait acheté sa terre légalement, avec un acte de propriété enregistré au tribunal du comté. Il avait épousé Ruth, une femme libre de Charleston. Ils avaient eu 3 enfants. Freeman était aussi devenu une sorte de leader dans la communauté noire de Pinewood. Quand des problèmes surgissaient, des disputes de terre, des questions de droit, des menaces, les gens venaient le voir. Il écrivait des lettres aux autorités. Il organisait des réunions. Il enseignait aux hommes à lire et à écrire dans l'église méthodiste le dimanche après-midi. Mais ce qui inquiétait vraiment les hommes blancs du comté, c'était autre chose. Freeman avait créé une milice. Ce n'était pas illégal. La Constitution de la Caroline du Sud, rédigée pendant la Reconstruction, garantissait le droit de porter des armes et de former des milices. Mais pour les Blancs, qui avaient connu l'esclavage, l'idée de Noirs armés et organisés était terrifiante. La milice de Freeman comptait officiellement 150 hommes. C'était ce qui était déclaré aux autorités. Mais en réalité, Freeman pouvait compter sur bien plus. Il y avait les vétérans comme lui, des hommes qui avaient servi dans les régiments noirs de l'Union. Il y avait leurs fils, maintenant assez âgés pour tenir un fusil. Il y avait des hommes des comtés voisins qui s'étaient entraînés avec eux. Et il y avait un réseau de sympathisants, de familles qui cachaient des armes, qui transmettaient des messages, qui surveillaient les mouvements suspects. Freeman ne cherchait pas la confrontation. Il voulait simplement que sa communauté puisse vivre en paix, cultiver ses terres, élever ses enfants. Mais il savait aussi que la paix, dans le sud de 1876, n'était possible que si vous pouviez vous défendre. Les tensions avaient commencé à monter en février de cette année-là. Un fermier blanc, nommé Edgar Pritchard, avait prétendu que des cochons lui avaient été volés. Il accusait un jeune homme noir de Pinewood, Isaiah Collins, âgé de 19 ans. Collins jurait qu'il était innocent. Freeman avait examiné les preuves, parlé aux témoins, et conclu que l'accusation était sans fondement. Il avait même trouvé les cochons de Pritchard, qui s'étaient simplement échappés dans les bois. Mais Pritchard ne voulait pas entendre raison. Il voulait que Collins soit puni. Il voulait un exemple. Quand Freeman avait refusé de livrer le jeune homme, Pritchard était allé voir ses amis. Une semaine plus tard, une croix brûlait devant la maison de Freeman. Le message était clair. Freeman n'avait pas bronché. Il avait éteint le feu, ramassé les cendres et continué sa vie. Mais il avait aussi fait passer le mot à ses hommes. Ils devaient être prêts. Ils devaient surveiller. Ils devaient avoir leurs armes à portée de main. En mars, les incidents se multipliaient. Des coups de feu tirés vers des maisons noires la nuit, des menaces criées depuis des voitures qui passaient, des croix brûlées dans plusieurs endroits du comté. Les autorités fédérales avaient été alertées, mais leurs ressources étaient limitées. La reconstruction était en train de s'effondrer. Le Nord perdait sa volonté politique de soutenir les droits des Noirs dans le Sud. Les troupes fédérales étaient retirées. Les politiciens du Nord commençaient à parler de réconciliation avec le Sud blanc. Freeman le savait. Il lisait les journaux. Il comprenait que le temps jouait contre lui et sa communauté, mais il refusait de céder à la peur. Le 20 mars 1866, un cavalier encagoulé s'était présenté devant la maison de Freeman en plein jour. L'homme était resté sur son cheval, à une distance prudente. Il avait lancé un papier qui avait atterri dans la poussière du chemin. Freeman l'avait ramassé et lu. C'était un message simple, écrit en lettres grossières. « Vous avez 3 jours pour quitter le comté. Vous et tous ceux qui vous suivent, sinon vous pendrez. » Freeman avait levé les yeux vers le cavalier. Il n'avait rien dit. Il s'était contenté de regarder l'homme dans les yeux, à travers les trous de la cagoule blanche. Puis il était rentré chez lui, avait plié le papier soigneusement et l'avait rangé dans un tiroir. Cette nuit-là, il avait convoqué une réunion d'urgence. Dans la vieille grange de bois qui servait d'église méthodiste à la communauté noire de Pinewood, 120 hommes s'étaient rassemblés. La lumière des lanternes projetait des ombres dansantes sur les murs. L'air sentait le tabac, la sueur
et l'anxiété. Freeman se tenait debout sur une petite estrade improvisée. À ses côtés se trouvaient les hommes en qui il avait le plus confiance. Samuel Wright, un ancien sergent du 33e régiment d'infanterie des troupes de couleur des États-Unis. Un homme immense, avec une cicatrice qui lui barrait le visage du front au menton. Moses Harper, plus jeune, seulement 28 ans, mais intelligent et méthodique, qui avait appris à lire et à écrire dans l'armée. Et Jacob Richardson, 54 ans, qui n'avait pas combattu dans la guerre parce qu'il était trop vieux, mais qui avait l'autorité naturelle d'un homme que tout le monde respecte. Freeman avait montré le message aux hommes assemblés. La réaction avait été immédiate, colère, peur, détermination. Certains voulaient partir, d'autres voulaient se battre immédiatement. D'autres encore proposaient de faire appel aux autorités fédérales. Freeman avait laissé chacun s'exprimer. Il croyait que les hommes devaient pouvoir dire ce qu'ils pensaient. Puis il avait pris la parole. « Nous ne partirons pas », avait-il dit, sa voix calme mais ferme. « Nous avons acheté cette terre. Nous avons travaillé cette terre. Nous avons construit ces maisons. Nous avons payé pour tout cela avec notre sueur et notre sang. Nous ne partirons pas parce que des lâches qui se cachent derrière des masques nous le demandent. » Il avait marqué une pause, laissant ces mots résonner. « Mais nous devons être intelligents. Ils sont nombreux, ils sont organisés, et ils ont des amis dans le shérif, dans le tribunal, dans toutes les institutions du comté. Si nous nous battons, nous devons être prêts à aller jusqu'au bout, parce qu'ils n'accepteront rien d'autre que notre disparition ou notre soumission totale. » Samuel Wright avait alors posé la question que tout le monde pensait. Combien d'hommes pouvons-nous rassembler si les choses tournent mal? Freeman avait sorti un cahier de sa poche. Pendant des mois, il avait tenu une liste. Des noms, des adresses, des capacités. Il avait envoyé des messages discrets à d'autres communautés noires du comté et des comtés voisins. Il avait contacté d'anciens compagnons d'armes. Il avait créé un réseau de communication basé sur des signaux simples. Des lanternes allumées d'une certaine façon, des chemins empruntés à certaines heures, des messages codés laissés dans des lieux convenus. « Si je fais passer le mot, » avait-il dit, « nous pouvons avoir 500 hommes armés ici en moins de 2 jours. Si nous avons plus de temps, nous pouvons en avoir 1000. » Le silence s'était abattu sur l'assemblée. 1000 hommes armés. C'était une armée. Moses Harper avait demandé, et l'armée fédérale, les troupes qui sont encore stationnées à Columbia. Freeman avait secoué la tête. Elles ne viendront pas, ou elles viendront trop tard. Nous devons compter sur nous-mêmes. Jacob Richardson avait alors évoqué le problème moral. Si nous nous battons, des hommes mourront, des deux côtés. Sommes-nous prêts à porter ce poids? Freeman avait regardé le vieil homme droit dans les yeux. Je ne cherche pas la guerre. Je ne veux pas de sang versé. Mais je ne laisserai pas ma famille être terrorisée. Je ne laisserai pas notre communauté être détruite. Si nous devons nous battre pour survivre, alors nous nous battrons. Et si des hommes doivent mourir pour que nos enfants puissent vivre libres, alors qu'il en soit ainsi. Les 3 jours qui avaient suivi avaient été tendus. Freeman avait fait circuler des messages. Des cavaliers noirs avaient parcouru les routes de nuit, s'arrêtant dans des fermes isolées, murmurant des instructions. Les armes avaient été vérifiées, nettoyées, chargées. Les munitions comptées, des cachettes préparées, des plans établis. Freeman savait que le clan surveillait ses mouvements. C'était inévitable. Mais il comptait sur leur arrogance. Il comptait sur le fait qu'il le voyait comme un noir présomptueux qui devait être remis à sa place, pas comme un commandant militaire qui pouvait mobiliser une force significative. Pendant ce temps, du côté des Blancs, les préparatifs avançaient également. Edgar Pritchard, l'homme dont les cochons avaient supposément été volés, était devenu le fer de lance de l'action contre Freeman. Pritchard n'était pas un homme important dans le comté. Il n'avait pas d'éducation, pas de fortune, pas de statut social particulier. Mais il avait de la rage. Il détestait voir des Noirs posséder des terres, voter, se comporter comme des égaux. Pour lui,
Freeman représentait tout ce qui n'allait pas dans le Nouveau Sud. Pritchard avait contacté les leaders locaux du clan. Des fermiers, des commerçants, quelques avocats, même un pasteur baptiste. Ces hommes se réunissaient dans le sous-sol d'une taverne à la périphérie de Manning. C'était là qu'ils planifiaient leurs actions, cachés derrière leurs robes et leurs cagoules blanches. Le plan était simple, faire un exemple de Freeman. Le lyncher publiquement, de préférence devant sa communauté. Montrer à tous les Noirs du comté ce qui arrivait à ceux qui osaient défier l'ordre naturel des choses. Ils avaient fixé la date. Le 23 mars. Une nuit sans lune, parfaite pour se déplacer sans être vu. Ils rassemblerait le plus d'hommes possible. Plus ils seraient nombreux, moins les Noirs oseraient résister. Le mot avait circulé dans les cercles blancs du comté. Des hommes étaient venus des fermes isolées, des petites villes, même de comtés voisins. Certains étaient des membres réguliers du clan. D'autres étaient simplement des hommes en colère, des hommes qui avaient perdu leur statut, leur fortune, leur fierté après la guerre, et qui cherchaient quelqu'un à blâmer. Le 23 mars au matin, Freeman avait reçu une information cruciale. Une femme noire qui travaillait comme domestique pour une famille blanche de Manning avait entendu une conversation. Les hommes blancs allaient venir cette nuit. Ils seraient nombreux. Peut-être 300, peut-être plus. Freeman avait immédiatement activé son réseau. Les messages étaient partis dans toutes les directions. Les hommes devaient se rassembler. Pas à Pinewood, où ils seraient trop visibles, mais dans les bois à 3 kilomètres au nord, près d'un ancien campement de bûcherons abandonné. Ils devaient venir armés. Ils devaient venir silencieusement. Et ils devaient être prêts à se battre. Freeman savait qu'il prenait un risque énorme. S'il résistait, s'il y avait violence, les autorités blanches utiliseraient cela comme prétexte pour réprimer toute la communauté noire. Mais s'il ne résistait pas, s'il laissait le clan le lyncher sans réaction, ce serait la fin de toute possibilité de vie digne pour les Noirs du comté. La terreur régnerait sans limite. Il avait fait son choix. Il se battrait. La journée du 23 mars avait été étrangement calme. Un soleil pâle brillait sur les champs de coton qui commençaient à verdir. Les oiseaux chantaient dans les arbres. Les enfants jouaient devant les maisons. Mais sous cette apparence de normalité, une tension électrique parcourait Pinewood. Freeman avait passé la journée à préparer sa famille. Il avait dit à Ruth de prendre les enfants et d'aller chez sa sœur à Charleston. Ruth avait refusé d'abord, mais Freeman avait insisté. « Si les choses tournent mal, avait-il dit, tu dois être loin d'ici. Tu dois protéger les enfants. » Ruth avait finalement accepté. Elle avait fait ses bagages en silence, les larmes coulant sur ses joues. Avant de partir, elle avait pris le visage de son mari entre ses mains. « Tu me promets de revenir » avait-elle dit. Ce n'était pas une question, c'était un ordre. Freeman avait embrassé son front. « Je ferai tout ce que je peux. » Après le départ de sa famille, Freeman avait vérifié ses armes. Il possédait son fusil Spencer, un revolver Colt et un vieux mousquet qu'il gardait en réserve. Il avait aussi des munitions, soigneusement stockées dans des boîtes étanches. Il avait chargé ses armes, les avait posées sur la table de la cuisine, puis avait attendu. Dans les bois au nord de Pinewood, les hommes commençaient à arriver. Ils venaient par petits groupes, empruntant des chemins détournés, évitant les routes principales. Beaucoup étaient à pied. Certains arrivaient à cheval. Tous étaient armés. Samuel Wright dirigeait les opérations au campement. Il avait disposé des sentinelles sur les routes d'approche. Il avait organisé les hommes en groupes selon leurs capacités. Ceux qui savaient tirer, ceux qui connaissaient les tactiques militaires, ceux qui pouvaient servir de coureurs pour transmettre des messages. Il avait aussi préparé des positions défensives, utilisant les arbres et le terrain accidenté comme protection. À la tombée de la nuit, ils étaient 732 hommes, pas 1000, comme Freeman l'avait espéré, mais suffisamment. 732 hommes noirs armés, la plupart d'entre eux des vétérans de la guerre de sécession, tous déterminés à protéger leur communauté. Pendant ce temps, à Manning,
les membres du clan se rassemblaient également. Ils se retrouvaient par groupes à différents endroits de la ville, puis convergeaient vers un point de rendez-vous à l'extérieur de la ville. Edgar Pritchard était là, son visage rouge d'excitation et de whisky. Il y avait aussi des hommes plus respectables, le propriétaire du magasin général, un avocat, 2 fermiers prospères, même le fils d'un juge. Ils enfilaient leurs robes blanches, ajustaient leurs cagoules. Certains portaient des torches, d'autres des fouets. Beaucoup avaient des armes à feu, mais ils ne s'attendaient pas à en avoir besoin. Ils pensaient que la simple vue de 350 hommes du clan suffirait à terroriser n'importe quelle communauté noire. À 22 heures, la colonne du clan s'était mise en route vers Pinewood. Ils chevauchaient lentement, savourant l'anticipation. Ils chantaient des chansons, criaient des insultes, se passaient des flacons de whisky. C'était presque une fête pour eux, une célébration de leur pouvoir retrouvé. Ils ne savaient pas qu'ils étaient observés. Des sentinelles noires, postées le long de la route, les regardaient passer. Elles comptaient les hommes, notaient leurs armes, puis couraient, porter l'information au campement dans les bois. Freeman recevait les rapports, ajustait ses plans. Quand la colonne du clan atteignit Pinewood, le village semblait désert. Les maisons étaient sombres. Aucun bruit, aucun mouvement. Les hommes blancs trouvèrent cela étrange, mais ils l'interprétèrent comme un signe de peur. Les Noirs se cachaient, terrorisés. Parfait. Edgar Pritchard mena le groupe directement vers la maison de Freeman. Quand ils arrivèrent, ils trouvèrent les portes ouvertes, les fenêtres brisées. La maison était vide. « Il s'est enfui !» cria quelqu'un avec mépris. « Le lâche s'est enfui !» Mais Pritchard n'était pas convaincu. Il avait entendu parler de Freeman. Il savait que ce n'était pas un homme qui fuyait. Il regarda autour de lui, soudain nerveux. « Fouille les maisons !» ordonna-t-il. « Trouve-le. Trouve n'importe lequel d'entre eux. » Les hommes du clan se dispersèrent dans le village, enfonçant des portes, brisant des fenêtres. Mais toutes les maisons étaient vides. Toute la population noire de Pinewood avait disparu. C'est alors qu'ils entendirent un bruit. Un homme marchait sur la route principale du village, seul, sans armes visibles. Il avançait calmement, ses bottes soulevant de petits nuages de poussière. C'était Nathaniel Freeman. Freeman s'arrêta à une vingtaine de mètres du groupe du clan. La lumière des torches éclairait son visage, calme et impassible. Il ne montrait aucune peur, aucune hésitation. Edgar Pritchard descendit de son cheval, suivi par une dizaine d'autres hommes. Ils s'approchèrent de Freeman, formant un demi-cercle autour de lui. « Tu as reçu notre avertissement », dit Pritchard, sa voix éraillée par l'alcool et l'excitation. « Tu devais partir, mais tu es encore là. » Freeman ne répondit pas immédiatement. Il regardait les hommes encagoulés, comptant mentalement leur nombre. 350, peut-être un peu moins, tous à cheval ou à pied. Certains armés, d'autres avec des fouets et des torches. Des hommes en colère, excités, certains ivres. Dangereux, mais pas disciplinés. « Je suis sur ma terre », dit finalement Freeman. « J'ai un acte de propriété légal. J'ai le droit d'être ici. » Pritchard cracha dans la poussière. « Tu n'as aucun droit, nègre. Tu n'as que ce qu'on te donne. Et nous, on te donne la corde. » Les hommes autour de lui rirent. Quelqu'un lança une corde avec un nœud coulant qui atterrit au pied de Freeman. Il la regarda sans broncher. « Vous faites une erreur, » dit Freeman, sa voix toujours calme. « Une erreur que vous allez regretter. »« Ah oui » ricana Pritchard. « Et qui va nous faire regretter ? Toi ? Tes amis nègres ? Regarde autour de toi. Vous êtes tout partis, vous vous êtes cachés comme des rats. Il n'y a personne pour te sauver. » Freeman leva légèrement la tête, et pour la première fois, un léger sourire apparut sur ses lèvres. Ce sourire mit Pritchard mal à l'aise, sans qu'il sache pourquoi. « Ils ne se sont pas cachés, » dit Freeman. « Ils vous attendent. » Pritchard fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Freeman ne répondit pas. Au lieu de cela, il leva lentement la main droite, forma un poing, puis l'ouvrit brusquement. C'était un signal. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis de toutes les directions, des lumières apparurent. Des lanternes,
des torches, des dizaines, des centaines. Elles encerclaient Pinewood, formant un anneau de lumière autour du village. Et derrière ces lumières, on pouvait voir des silhouettes, des hommes, beaucoup d'hommes. Le sourire disparut du visage de Pritchard. Il regarda autour de lui, réalisant soudain ce qui se passait. Ils étaient encerclés. Les hommes du clan commencèrent à s'agiter, à murmurer nerveusement. Certains montèrent sur leurs chevaux, prêts à fuir. D'autres sortirent leurs armes. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» cria Pritchard, sa voix soudain moins assurée. « 732 hommes », répondit Freeman calmement. « Tous armés, tous des soldats, et ils ont tous un fusil pointé sur vous en ce moment. » Le silence tomba sur le groupe du clan. On n'entendait plus que le crépitement des torches et le souffle nerveux des chevaux. Freeman fit un pas en avant. « Vous êtes venus ici pour me lyncher, pour terroriser ma communauté. Mais vous avez fait une erreur de calcul. Vous pensiez que nous étions faibles, que nous étions des victimes faciles. Vous vous êtes trompé. Un homme du clan, plus courageux ou plus stupide que les autres, leva son fusil et le pointa sur Freeman. « Tu nous menaces, nègre ?» Freeman ne bougea pas. « Je ne menace pas. Je vous informe. Si un seul d'entre vous tire un coup de feu, mes hommes répondront. Et dans le temps qu'il vous faudra pour recharger, vous serez tous morts. » « Ils bluffent, » dit quelqu'un dans le groupe du clan. « Ce ne sont que des nègres. Ils n'oseront pas tirer. » Freeman se tourna vers la voix. « Vous voulez tester cette hypothèse? Allez-y, tirez, et voyons ce qui se passe. » Personne ne bougea. Samuel Wright émergea alors de l'obscurité, suivi d'une vingtaine d'hommes, tous portant des uniformes militaires de l'Union, tous armés de fusils Spencer à répétition. Ils se positionnèrent derrière Freeman, formant une ligne disciplinée. « Ces hommes sont des vétérans du 54e Massachusetts, » dit Freeman. « Ils ont combattu à Fort Wagner. Ils ont résisté aux charges des Confédérés. Vous pensez vraiment qu'ils ont peur de vous ?» Moses Harper apparut de l'autre côté, avec un autre groupe d'hommes armés. Puis Jacob Richardson, avec un troisième groupe. Lentement, méthodiquement, les hommes noirs avançaient, réduisant l'espace autour des membres du clan. Edgar Pritchard comprit qu'il avait perdu le contrôle de la situation. Il regarda autour de lui, cherchant une échappatoire. Mais il n'y en avait aucune. Ils étaient complètement encerclés. « Vous ne pouvez pas nous retenir ici, » dit-il, essayant de garder une voix ferme. « Nous sommes des citoyens de ce comté. Si vous nous touchez, l'armée viendra. Le shérif viendra. Vous serez tous pendus. » Freeman hocha la tête. « C'est possible. Mais vous serez morts avant qu'ils arrivent. Alors voici ce qui va se passer. Vous allez déposer vos armes, toutes vos armes. Vous allez enlever vos cagoules. Je veux voir vos visages. Et ensuite, vous allez partir d'ici à pied. Et vous n'allez jamais revenir. » « Et si nous refusons ?» demanda Pritchard, bien qu'il connaissait déjà la réponse. Freeman le regarda droit dans les yeux. « Alors vous mourrez, tous. Et vos corps seront laissés dans ce village comme un avertissement, comme un message à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent terroriser ma communauté sans conséquence. » Le silence qui suivit était épais, lourd de menaces. Les hommes du clan se regardaient, cherchant quelqu'un pour prendre une décision. Personne ne voulait être le premier à céder, mais personne ne voulait non plus être le premier à mourir. Finalement, un des hommes, plus âgé que les autres, posa son fusil par terre. « Je rentre chez moi », dit-il simplement. Il enleva sa cagoule, révélant le visage d'un fermier aux cheveux gris, puis commença à marcher. Freeman fit signe à ses hommes de le laisser passer. L'homme s'éloigna dans la nuit sans se retourner. Ce fut le signal. Un par un, puis par groupe, les hommes du clan commencèrent à déposer leurs armes. Certains le faisaient avec résignation, d'autres avec colère. Quelques-uns pleuraient de peur ou de honte. Edgar Pritchard fut le dernier. Il tenait encore son fusil, ses mains tremblantes. Il regarda Freeman avec une haine pure. « Ce n'est pas fini, dit-il. Ce n'est pas fini. »« Si, » répondit Freeman. « C'est fini. Maintenant partez. » Pritchard jeta son fusil par terre avec violence, arracha sa cagoule et cracha aux pieds de Freeman. Puis il se retourna et commença à marcher, suivi par les derniers membres de son groupe.
Si cette confrontation vous a donné des frissons, likez cette vidéo et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez qu'il s'est passé ensuite. Car l'histoire ne s'arrête pas ici. Mais Edgar Pritchard n'était pas le genre d'homme à accepter la défaite. Tandis que les membres du clan marchaient vers Manning dans la nuit, désarmés et humiliés, Pritchard ruminait. Il ne pouvait pas laisser passer cette insulte, il ne pouvait pas accepter d'avoir été vaincu par des Noirs. Sa réputation était ruinée, il était devenu la risée du comté. Chaque pas qu'il faisait loin de Pinewood brûlait dans son esprit comme du fer chauffé au rouge. Il imaginait déjà les regards moqueurs, les murmures dans son dos, le mépris de ses voisins. Non, il ne pouvait pas vivre avec cette honte. À environ 2 kilomètres de Pinewood, Pritchard s'arrêta au bord de la route. La lune était cachée derrière les nuages et l'obscurité était presque totale. Il attendit, écoutant les pas des autres hommes qui passaient, certains silencieux, d'autres murmurant des insultes ou des justifications. Peu à peu, il laissa plusieurs hommes le rejoindre dans l'ombre d'un bouquet d'arbres. Parmi eux se trouvait son cousin, James Pritchard, un homme de 30 ans au visage anguleux, marqué par l'amertume. Il y avait aussi les frères Hendricks. Caleb, 35 ans, connu dans tout le comté pour avoir battu à mort un homme noir lors d'une dispute dans une taverne 3 ans auparavant, et Thomas, 2 ans plus jeune, plus calme, mais tout aussi dangereux. Puis, il y avait Daniel Cooper, à peine 22 ans, le fils d'un fermier ruiné par la guerre qui cherchait désespérément à prouver sa valeur. Et William Drake, 40 ans, un ancien soldat confédéré qui n'avait jamais accepté la défaite de 1865. « On ne peut pas laisser faire ça », murmura Edgar, sa voix tremblante de rage contenue. « On ne peut pas les laisser nous humilier comme ça. » Vous comprenez ce que ça veut dire? Si on rentre maintenant, si on accepte ça, on sera des lâches pour toujours. Nos enfants, nos petits-enfants, ils entendront cette histoire. Comment 350 hommes blancs se sont fait chasser par des nègres. James regarda son cousin avec inquiétude. Il connaissait ce regard dans les yeux d'Edgar, cette fixation dangereuse qui l'empêchait de penser rationnellement. « Edgar, écoute-moi, ils sont trop nombreux. Tu l'as vu de tes propres yeux. 700 hommes, peut-être plus. Et ils sont armés. Des fusils Spencer, des revolvers, et ils savent s'en servir. Ce sont des soldats, Edgar, des vrais soldats. Si on retourne là-bas, on va mourir. » Edgar cracha par terre. « Mourir? Tu préfères vivre comme un lâche? Tu préfères que tes enfants sachent que leur père s'est enfui? »« Je préfère que mes enfants aient un père vivant, » répondit James, mais sa voix manquait de conviction. Caleb Hendricks s'avança, ses yeux brillant dans l'obscurité. « Écoute, James, Edgar a raison sur un point. Si on ne fait rien, on devient la blague du comté. Mais il a aussi tort sur un autre point. On ne peut pas les affronter directement. On ne survivrait pas à une seconde confrontation comme celle qu'on vient de vivre. »« Alors qu'est-ce que tu proposes ?» demanda Edgar. Caleb réfléchit un moment, puis un sourire cruel apparut sur ses lèvres. « Pas si on est malin. » Réfléchis. Ils pensent qu'on a abandonné, ils pensent qu'on est rentré chez nous comme des chiens battus, la queue entre les jambes. Ils vont célébrer leur victoire. Ils vont boire, rire, relâcher leur vigilance. C'est maintenant cette nuit qu'il faut frapper. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant pendant qu'ils ne s'y attendent pas. Edgar se pencha en avant, intéressé. Continue. On ne prend pas beaucoup d'hommes. 10, pas plus. Les meilleurs. Ceux qui savent se déplacer en silence. On se faufile dans le village. On évite les sentinelles. On met le feu à quelques maisons, de préférence celles avec des familles à l'intérieur. Ça va créer la panique, la confusion. Les gens vont courir, crier. Et dans ce chaos, on trouve Freeman. On le capture, on le traîne jusqu'à cet arbre au bord du village, tu sais, le grand chêne, et on le pend. On le laisse là pour que tout le monde le voie au matin. Ensuite, on disparaît dans la nuit, avant qu'il puisse s'organiser. Thomas Hendricks hocha la tête. Ça pourrait marcher. S'ils sont dispersés, s'ils pensent que le danger est passé, on peut les prendre par surprise. On frappe vite, on frappe fort, et on s'en va.
William Drake, l'ancien confédéré, fronça les sourcils. « Et s'ils ont encore des sentinelles? S'ils nous attendent ?»« Ils ne nous attendent pas, » répondit Edgar avec conviction. « Regarde-les, ils ont gagné, ils pensent que c'est fini. Freeman est un stratège, je lui accorde ça, mais il ne peut pas garder 700 hommes en alerte toute la nuit. Ils vont se disperser, ils vont baisser leur garde. » Daniel Cooper, le jeune homme, intervint pour la première fois. « Et si on se fait prendre? Si ça tourne mal ?» Edgar le regarda durement. « Alors on meurt. Mais au moins on meurt en homme, pas en lâche. Au moins on aura essayé de défendre notre honneur, notre race, notre droit de vivre comme des hommes libres dans notre propre terre. » Il y eut un long silence. Puis, un par un, les hommes hochèrent la tête. Ils rassemblèrent 9 autres hommes qu'ils trouvèrent sur la route, des jeunes pour la plupart, des hommes avec plus de rage que de bon sens, des hommes qui avaient quelque chose à prouver. 13 hommes au total. Ils récupérèrent tout ce qu'ils pouvaient utiliser comme armes. Des couteaux qu'ils cachaient dans leurs bottes, des haches récupérées dans une grange abandonnée sur le chemin, des morceaux de bois solides qu'ils pourraient utiliser comme massues. Ils n'avaient pas leurs fusils, mais Edgar comptait en voler dans le village une fois l'attaque lancée. Ils attendirent 1 heure, laissant le reste des hommes du clan prendre de l'avance vers Manning. Puis ils quittèrent la route et s'enfoncèrent dans les bois, faisant un large détour pour approcher Pinewood par le sud. Ce qu'Edgar Pritchard ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que Freeman avait anticipé exactement cette possibilité. Freeman connaissait les hommes, il avait combattu pendant 3 ans. Il avait vu des hommes affronter la mort avec courage et d'autres fuir dans la panique. Il avait appris à lire les intentions dans les regards, à sentir le danger avant qu'il ne frappe. Et il savait, avec une certitude absolue, que des hommes comme Pritchard ne pouvaient pas accepter la défaite. Leur orgueil ne le leur permettrait pas. Ils reviendraient. Alors, pendant que la majorité des hommes noirs de Pinewood célébraient leur victoire, Freeman avait réuni ses commandants dans la grange. Samuel Wright était là, ainsi que Moses Harper et Jacob Richardson. Ils avaient parlé à voix basse, évaluant la situation. « Ils reviendront », avait dit Freeman. « Pas tous, mais certains. Les plus enragés, les plus stupides, ceux qui préfèrent mourir plutôt que d'accepter l'humiliation. » Samuel avait acquiescé. « Combien de temps on a? 7 nuits. S'ils reviennent, ce sera 7 nuits, pendant qu'ils pensent qu'on baisse notre garde. Il faut poster des sentinelles sur toutes les routes d'approche. Il faut garder des hommes en alerte, et il faut être prêt à fermer le piège. » Moses avait posé la question difficile. « Et quand on les attrape, qu'est-ce qu'on fait d'eux ?» Freeman avait regardé chacun de ses hommes dans les yeux. « On verra, mais ils auront choisi leur propre sort. » Ils avaient posté des sentinelles sur chaque chemin menant au village. Des hommes dans les arbres, d'autres cachés dans les buissons, équipés de lanternes couvertes pour signaler tout mouvement suspect. 100 hommes armés restèrent cachés dans les bois autour du village, disposés en cercle concentrique. Freeman avait aussi fait installer des fils de fer tendus bas entre les arbres sur les chemins d'approche, assez hauts pour ne pas gêner un homme debout, mais assez bas pour faire trébucher quelqu'un qui courait dans l'obscurité. Quand Pritchard et ses 13 hommes approchèrent de Pinewood vers 2 heures du matin, ils avançaient avec précaution. Ils rampaient dans l'obscurité, évitant les chemins principaux, progressant lentement à travers les bois. L'air était lourd, chargé de l'humidité de la nuit. Des insectes bourdonnaient, une chouette ulula dans le lointain. Edgar Pritchard menait le groupe, son cœur battant si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. L'adrénaline et la peur se mélangeaient dans ses veines. Il avançait arbre par arbre, s'arrêtant souvent pour écouter, scrutant l'obscurité à la recherche de sentinelles. Mais il ne vit rien. Le village semblait endormi. Mais ils furent repérés presque immédiatement. Une sentinelle noire nommée Isaiah Collins, le même jeune homme que Pritchard avait accusé de vol quelques semaines auparavant, était posté dans un grand pin à 50 mètres du village. Il vit le groupe d'hommes blancs s'approcher, leur silhouette à peine visible contre la nuit. Il compta 13 hommes.
Il attendit qu'il passe sous son arbre, puis il découvrit sa lanterne et fit 3 éclairs rapides vers l'est. Une autre sentinelle, postée plus loin, vit le signal et le relaya. Puis une autre. En moins de 5 minutes, Freeman était informé. Il se tenait devant sa maison, attendant. Quand Moses Harper arriva en courant avec la nouvelle, Freeman hocha simplement la tête. « Combien ?»« 13 hommes, approchant par le sud. Laisse-les entrer dans le village, referme le cercle derrière eux, je ne veux pas qu'un seul s'échappe. » Les ordres furent transmis en silence. Les hommes se positionnèrent, se déplaçant comme des ombres dans la nuit. Ils laissèrent le groupe de Pritchard entrer dans Pinewood sans opposition. Pritchard et ses hommes avançaient maintenant avec plus de confiance. Ils avaient atteint les premières maisons du village. Tout était silencieux. Pas de lumière. Pas de sentinelle visible. Peut-être qu'Edgar avait raison. Peut-être qu'ils avaient vraiment baissé leur garde. Ils atteignirent la maison de Freeman. C'était une cible symbolique parfaite. Ils trouvèrent une grange derrière la maison et, à l'intérieur, des barils de kérosène utilisés pour les lampes. Edgar sourit. C'était parfait. Ils commencèrent à rouler les barils vers la maison. Caleb Hendricks avait déjà sorti son couteau et commençait à défaire les planches d'une fenêtre quand Thomas murmura « Attends, tu entends ça ?» Ils s'arrêtèrent tous. Le silence de la nuit semblait soudain oppressant, trop lourd. C'est alors que les lumières s'allumèrent. Des lanternes apparurent de partout, de toutes les directions. 1, puis 10, puis 50, puis 100. Elles formaient un cercle parfait autour du groupe de Pritchard, illuminant soudain le village comme en plein jour. Et derrière chaque lanterne, il y avait un homme. Un homme noir. Un homme armé. Le piège s'était refermé. Edgar Pritchard fit volte-face, son couteau à la main, cherchant désespérément une issue, mais il n'y en avait aucune. Ils étaient complètement encerclés. Des dizaines de fusils étaient pointés sur eux. Un seul mouvement brusque et ils seraient tous abattus. Freeman s'avança lentement, tenant son fusil Spencer. Son visage était grave, sans colère apparente, mais aussi absolument sans pitié. Ses yeux rencontrèrent ceux de Pritchard, et dans ce regard, Pritchard vit quelque chose qui le glaça jusqu'aux os. Une détermination froide, calculée, implacable. « Je vous avais dit de partir », dit Freeman, sa voix calme mais résonnant dans le silence de la nuit. « Je vous avais donné une chance que vous ne méritez pas, une chance que votre race n'a jamais donnée à la mienne, mais je vous l'ai donnée quand même. Et vous l'avez gaspillée. » Edgar Pritchard leva les mains, tenant encore une torche dans l'une d'elles. Sa voix tremblait maintenant, toute sa bravade envolée. « Attends, écoute, on peut parler de ça, on peut trouver un arrangement, j'ai de l'argent. Je peux payer, on peut... » « Il n'y a rien à discuter, » coupa Freeman d'une voix dure. « Vous êtes revenu ici avec l'intention de brûler ma maison, de brûler mon village, de tuer des familles endormies, de me lyncher. Vous avez fait votre choix. Maintenant, vous allez vivre avec les conséquences. » James Pritchard, les larmes coulant sur ses joues, s'avança d'un pas. « S'il vous plaît, Freeman, je vous en supplie. On voulait juste... On ne voulait pas vraiment faire ça. C'était juste... C'était la colère, la frustration. On ne l'aurait pas vraiment fait. » Freeman le regarda avec quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. « Si, vous l'auriez fait, et vous le saviez, tout comme vous savez ce qui va se passer maintenant. » Il fit un geste court. Immédiatement, des dizaines d'hommes noirs s'avancèrent. Ils désarmèrent le groupe de Pritchard avec une efficacité militaire, leur prenant leurs torches, leurs couteaux, leurs haches, même les morceaux de bois qu'ils portaient. Puis, ils les forcèrent à s'agenouiller dans la poussière, formant une ligne pathétique d'hommes vaincus. Samuel Wright s'approcha de Freeman et murmura quelque chose à son oreille. Freeman écouta, hocha la tête, puis se tourna vers les hommes agenouillés. « Vous allez être jugés, » annonça-t-il. « Pas par un tribunal blanc qui vous acquittera parce que vos victimes sont noires. Pas par un juge corrompu qui fermera les yeux sur vos crimes parce que vous partagez la même couleur de peau.
mais par cette communauté, par les gens que vous avez terrorisés pendant des années, par les familles dont vous avez détruit les vies, par les hommes et les femmes qui vivent dans la peur chaque nuit à cause de gens comme vous. Vous n'avez pas le droit, cria Edgar Pritchard, trouvant soudain un dernier sursaut de défiance. Vous n'êtes que des nègres, vous n'avez aucun droit de nous juger. Aucun droit de nous retenir. Quand les autorités apprendront ça, quand le shérif Tatum saura ce que vous avez fait, il reviendra avec toute une armée. Vous serez tous pendus. Freeman s'agenouilla devant lui, leur visage maintenant à quelques centimètres l'un de l'autre. Quand il parla, sa voix était basse, presque un murmure, mais chaque mot était chargé d'une intensité terrible. C'est là que vous vous trompez, Pritchard. Nous avons tous les droits. Nous sommes citoyens de ce pays, reconnus par la loi, protégés par la Constitution. Nous avons combattu pour cette nation. Nous avons versé notre sang sur les champs de bataille. Nous avons gagné notre liberté, non par charité, mais par sacrifice. Et maintenant, nous défendons notre droit à vivre, notre droit à respirer, notre droit à exister sans terreur. Si vous et vos semblables refusez de nous accorder ce droit, alors nous le prendrons par la force. Il se releva et se tourna vers son peuple assemblé. Des dizaines de visages noirs le regardaient, attendant sa décision. Il vit des femmes qui avaient perdu leur mari à cause du clan, des hommes qui portaient les cicatrices de leur fouet, des enfants qui avaient grandi dans la peur. Ce qui se passa ensuite fit l'objet de nombreux récits contradictoires dans les années qui suivirent, chaque version différent dans les détails, mais convergeant sur l'essence de ce qui s'était produit. Selon certaines sources, Freeman et sa milice emmenèrent les 13 hommes dans la grange qui servait d'église méthodiste. Ils allumèrent des lanternes, disposèrent les hommes en ligne face à l'assemblée et procédèrent à quelque chose qui ressemblait à un procès. Des témoins vinrent, un par un, raconter leurs souffrances. Une vieille femme parla de son fils pendu à un arbre pour avoir osé regarder une femme blanche. Un homme montra les cicatrices sur son dos, résultat d'un fouettage injustifié. Une jeune fille, à peine 15 ans, raconta en sanglotant comment des hommes encagoulés avaient brûlé sa maison, tuant son père dans l'incendie. Et chaque fois, on demandait aux prisonniers s'ils reconnaissaient les faits, s'ils exprimaient des remords. La plupart restaient silencieux. Quelques-uns crachaient des insultes. Aucun ne s'excusa sincèrement. Selon d'autres sources, plus sombres et murmurées à voix basse, il n'y eut pas de procès. Les 13 hommes furent simplement emmenés dans les bois. Des coups de feu résonnèrent dans la nuit, puis le silence. Les corps furent enterrés dans des tombes sans marque, cachés profondément dans la forêt où personne ne les trouverait jamais. Selon d'autres encore, les hommes furent sévèrement battus, leurs visages rendus méconnaissables, puis relâchés avec l'avertissement qu'ils seraient tués s'ils racontaient ce qui s'était passé. On leur dit de dire qu'ils avaient été attaqués par des bandits de grand chemin, ou qu'ils s'étaient perdus dans les bois et avaient été blessés en tombant. La vérité est probablement quelque part entre ces récits, enfouie dans le silence que tous ceux qui étaient présents cette nuit-là choisirent de garder. Ce qui est certain, c'est que 13 hommes blancs entrèrent dans Pinewood cette nuit du 23 mars 1876 et que seulement 4 en sortirent vivants. Edgar Pritchard n'était pas parmi les survivants. Son cousin James non plus, ni les frères Hendricks. Les 4 hommes qui survécurent, William Drake, Daniel Cooper et 2 autres dont les noms ne furent jamais clairement établis, arrivèrent à Manning à l'aube. Ils étaient couverts de sang et de poussière, le regard vide, en état de choc. Ils titubaient plus qu'ils ne marchaient, se soutenant les uns les autres. L'un d'eux avait un bras cassé. Un autre boitait sévèrement. Tous portaient des marques de coups violents. Ils racontèrent une histoire confuse, incohérente, qui changeait à chaque fois qu'on les interrogeait. D'abord, ils dirent qu'ils avaient été attaqués par surprise dans les bois par des dizaines d'hommes noirs. Puis ils dirent qu'il y avait eu une fusillade, bien qu'aucun d'eux ne portât d'arme à feu. Ensuite, ils prétendirent qu'ils s'étaient perdus et avaient été pris dans une embuscade.
William Drake marmonnait sans cesse quelque chose à propos d'yeux dans l'obscurité, de mains qui les avaient saisis, de voix qui prononçaient des jugements. Le shérif William Tatum, réveillé en urgence, écouta leur récit avec une inquiétude croissante. Il connaissait Edgar Pritchard. Il savait que ces hommes faisaient partie du groupe qui était allé à Pinewood. Et il savait que si ce que ces survivants disaient était vrai, même partiellement, alors quelque chose d'extraordinaire et de terrifiant s'était produit. Il organisa immédiatement une expédition punitive. Il rassembla 200 hommes armés, des membres du clan, mais aussi des citoyens ordinaires, des fermiers, des commerçants, tous blancs, tous indignés par ce qui semblait être un massacre d'hommes de leur race par des Noirs. Ils marchèrent vers Pinewood au lever du soleil, prêts à la guerre. Mais quand ils arrivèrent, le village était vide, complètement vide. Chaque maison abandonnée. Aucun signe de la population noire. Aucun corps. Aucune trace de violence récente. Aucune preuve de quoi que ce soit. C'était comme si les habitants de Pinewood s'étaient évaporés dans la nuit, emportant avec eux tous leurs secrets. Les autorités fédérales furent finalement alertées 3 jours après les événements. Le télégraphe transmit des messages urgents entre Manning, Columbia et Washington. Un incident racial majeur s'était produit en Caroline du Sud. Des hommes blancs avaient disparu. Il y avait eu violence. La situation était explosive. Un enquêteur fédéral nommé Marcus Thornton fut envoyé de Washington avec des instructions claires. Établir les faits, identifier les responsables, restaurer l'ordre. Thornton était un vétéran de l'Union, un homme méticuleux qui avait enquêté sur plusieurs incidents du clan dans d'autres États du Sud. Il arriva à Manning le 28 mars, accompagné de 2 assistants et d'une escorte militaire de 20 soldats fédéraux. Sa première action fut d'interroger les 4 survivants. Il les fit venir séparément dans une salle du tribunal, accompagnés chacun par un sténographe qui nota chaque mot prononcé. William Drake, l'ancien soldat confédéré, fut le premier. Son témoignage dura 3 heures. Il raconta comment 350 hommes étaient allés à Pinewood pour confronter Nathaniel Freeman, comment ils avaient été encerclés par une force beaucoup plus importante, comment ils avaient été désarmés et forcés de partir. Puis il décrivit comment Edgar Pritchard avait convaincu 13 hommes de retourner au village pour une attaque surprise. Jusqu'ici, son récit était cohérent et détaillé. Mais quand Thornton lui demanda ce qui s'était passé exactement après leur entrée dans Pinewood, le témoignage de Drake devint confus, presque incohérent. Il parlait d'être encerclé à nouveau, de lumière qui apparaissait de nulle part, de dizaines d'hommes noirs sortant de l'obscurité. Il mentionnait Freeman qui les jugeait, qui prononçait des sentences. Puis, il y avait un trou dans son récit, un vide qu'il ne pouvait ou ne voulait pas remplir. « Que s'est-il passé exactement pendant ce jugement ?» demanda Thornton. Drake le regarda avec des yeux vides. « Je ne sais pas. Je ne me souviens pas clairement. Il y avait des coups, des cris, puis j'étais dehors, dans les bois, courant. Je ne sais pas comment je me suis échappé. Je ne me souviens de rien. » Daniel Cooper, le jeune homme de 22 ans, raconta une version similaire jusqu'à un certain point, puis commença à divaguer. Il parla d'un procès dans une grange, de témoins qui racontaient des atrocités, de Freeman qui posait des questions auxquelles personne ne pouvait répondre. Puis il mentionna avoir été frappé à la tête et s'être réveillé sur la route de Manning, seul, sans savoir comment il était arrivé là. Les 2 autres survivants, interrogés ensuite, fournirent des récits encore plus fragmentaires. L'un d'eux pleura pendant tout l'interrogatoire, incapable de former des phrases cohérentes. L'autre refusa de parler après avoir raconté les événements de base, affirmant simplement qu'il avait vu des choses qu'il ne voulait pas se rappeler. Thornton était perplexe. Les 4 hommes semblaient terrifiés non seulement par ce qui leur était arrivé, mais par l'idée même d'en parler, comme s'ils avaient reçu des menaces de représailles. À Pinewood, le village était effectivement désert, les maisons intactes mais vides, les puits fonctionnaient encore, mais aucun signe de vie humaine. L'enquêteur trouva quelques taches près de la maison de Freeman qui auraient pu être du sang, et des traces suggérant un déplacement organisé de population.
Dans la grange servant d'église, il découvrit un cahier caché sous du foin. Il contenait des noms d'hommes noirs avec des annotations militaires, vétéran 54e Massachusetts, fusil Spencer, tireur d'élite. Une liste de milices. Mais sans signature, cela ne prouvait rien. Le shérif Tatum admit que le clan était actif, mais prétendait ne rien savoir des événements. Les habitants blancs refusaient de parler ou exprimaient leur mépris pour les autorités fédérales. Les Noirs semblaient terrifiés, donnaient des réponses évasives. Plusieurs familles disparurent pendant l'enquête. Thornton chercha désespérément Freeman. Il trouva l'acte transférant sa propriété à un certain Samuel Johnson, mais ce nom était introuvable. Il chercha Wright, Harper, Richardson. Tous évaporés. Après 3 semaines d'enquête, Thornton comprenait ce qui s'était probablement passé. Freeman avait organisé une milice bien armée. Le clan avait échoué à l'intimider. Un groupe plus petit était revenu et avait été capturé. Ces hommes avaient probablement été tués. Puis toute la communauté s'était dispersée pour éviter les représailles. Il rédigea son rapport documentant tout ce qu'il avait trouvé, concluant qu'il y avait eu une confrontation armée majeure résultant en la mort probable de 9 à 13 hommes blancs, mais sans responsables identifiables, sans chaîne de commandement claire, sans corps ni témoins fiables. Il recommanda de classer l'affaire avec surveillance continue. Le rapport fut envoyé à Washington, lu, classé et oublié. Le gouvernement, retirant déjà son soutien à la reconstruction, n'avait ni l'énergie ni la volonté de poursuivre. Dans les années qui suivirent, des rumeurs circulèrent dans tout le Sud, murmurées dans les cuisines, racontées dans les églises noires. Les versions variaient. Certains disaient que Freeman avait fui vers le nord, d'autres qu'il était parti vers l'ouest rejoindre les communautés noires du Kansas. D'autres murmuraient qu'il n'était jamais parti, vivant toujours dans le comté sous un faux nom. Il y avait aussi des histoires sur les 9 hommes disparus, enterrés dans les bois, jetés dans la rivière Santé, leurs corps jamais retrouvés. Le Ku Klux Klan continua ses activités, mais après Pinewood, ils furent plus prudents avec les communautés organisées. La reconstruction s'effondra en 1877. Les droits des Noirs furent supprimés. La ségrégation devint légale. Mais dans certaines communautés, des hommes noirs gardèrent leurs armes, se souvenant que la liberté devait être défendue. Dans les années qui suivirent, des rumeurs circulèrent. Certains disaient que Freeman et ses hommes avaient fui vers le nord, vers New York ou Boston, où ils vivaient sous de nouveaux noms. D'autres affirmaient qu'ils étaient partis vers l'ouest, vers le Kansas ou le territoire indien, où des communautés noires indépendantes se formaient. D'autres encore murmuraient qu'il n'était jamais parti, qu'il vivait toujours dans le comté, caché en pleine vue, utilisant de fausses identités. Que Freeman lui-même travaillait comme menuisier dans une ville voisine, surveillant toujours, protégeant toujours. Il y avait aussi des histoires plus sombres. Des histoires sur ce qui était arrivé aux 9 hommes blancs qui n'étaient jamais revenus de Pinewood cette nuit-là. Certains disaient que leurs corps avaient été enterrés dans les bois, dans des tombes marquées seulement par des pierres. D'autres affirmaient qu'ils avaient été jetés dans la rivière Santé, attachés avec des poids, leurs corps jamais retrouvés. La vérité, comme souvent, fut ensevelie sous des couches de silence et d'oubli. Le Ku Klux Klan continua ses activités dans le comté de Clarendon et dans tout le Sud. Mais après l'incident de Pinewood, ils furent plus prudents. Ils évitèrent de s'attaquer aux communautés noires qui étaient organisées et armées. Ils choisirent des cibles plus faciles, plus isolées. La reconstruction s'effondra complètement dans les années qui suivirent. Les troupes fédérales furent retirées du Sud en 1877, dans le cadre du compromis qui permit à Rutherford Hayes de devenir président. Les droits des Noirs furent progressivement supprimés. Les lois Jim Crow furent instaurées, la ségrégation devint légale. Mais dans certaines poches du Sud, dans des communautés discrètes, des hommes noirs gardèrent leurs armes. Ils se souvinrent de ce que Nathaniel Freeman leur avait appris, que la liberté n'était pas donnée, qu'elle devait être défendue. Et quand c'était nécessaire,
Il se défendait. Dans les archives du comté de Clarendon, il existe un document étrange. C'est un acte de vente de la propriété de Nathaniel Freeman, daté du 1er avril 1876. La propriété fut vendue à un certain Samuel Johnson, un nom commun, sans aucun détail permettant de l'identifier. Le prix de vente était de $100, un montant dérisoire pour 12 acres de bonne terre. Mais l'écriture sur le document est identique à celle qui apparaît sur d'autres documents signés par Nathaniel Freeman. Et la signature, bien que différente, a été tracée avec la même main. Il est possible que Freeman ait simplement changé de nom et continué à vivre sur sa terre. Il est possible qu'il ait fait cela pour protéger sa famille, pour éviter d'être une cible. Il est aussi possible que ce document soit un faux, créé par quelqu'un pour brouiller les pistes. En 1885, 9 ans après les événements de Pinewood, un homme noir âgé d'environ 50 ans fut enterré dans le petit cimetière de l'église méthodiste de Pinewood. Sur sa tombe, il était écrit simplement Samuel Johnson, 1834-1885, serviteur de Dieu et de la liberté. Mais au dos de la pierre tombale, presque invisible, gravée si finement qu'il fallait savoir où chercher pour le voir, il y avait 3 initiales. NF. Était-ce Nathaniel Freeman? Avait-il vécu 9 années de plus sous un nom d'emprunt, dans sa propre communauté, protégé par le silence collectif de ceux qui l'avaient défendu? Ou était-ce simplement une coïncidence, un hommage rendu par quelqu'un qui se souvenait? Personne ne peut le dire avec certitude. Ce qui est certain, c'est que l'histoire ne fut jamais officiellement reconnue. Elle ne figura dans aucun livre d'histoire. Mais elle survécut dans la mémoire orale, transmise de génération en génération avec le message que la résistance était possible. Dans les années 1960, des activistes du mouvement des droits civiques découvrirent des références à Pinewood. Mais les traces étaient effacées, les témoins morts ou silencieux. Un historien local, Robert Jennings, passa 10 ans à rechercher l'événement. Il fouilla les archives, interviewa des dizaines de personnes et conclut dans un article de 1969 qu'un événement significatif s'était probablement produit, mais que les détails restaient incertains. Son article mentionnait avoir reçu anonymement ce qui prétendait être le journal de Freeman. Le journal décrivait la planification, la confrontation, et selon lui, Freeman avait ordonné l'exécution des hommes revenus attaquer, écrivant « La violence engendre la violence, mais parfois c'est le seul langage que certains comprennent. » Mais Jennings n'avait jamais pu authentifier le journal. Il disparut après sa mort. Personne ne savait s'il était réel. Alors la question reste. Cette histoire est-elle vraie? 350 membres du Ku Klux Klan ont-ils vraiment marché sur un petit village noir en Caroline du Sud? Ont-ils vraiment été confrontés par plus de 700 hommes noirs armés? 9 hommes blancs sont-ils vraiment morts cette nuit-là? Et Nathaniel Freeman a-t-il vraiment existé? A-t-il vraiment commandé cette résistance? A-t-il vraiment vécu le reste de sa vie sous un nom d'emprunt? Les preuves sont fragmentaires, contradictoires, incomplètes. Mais elles existent. Dans les archives fédérales, il y a un rapport d'enquête. Dans les registres du comté, il y a des actes de propriété étranges. Dans les cimetières, il y a des tombes avec des inscriptions cryptiques. Dans la mémoire des familles, il y a des histoires transmises à voix basse. Peut-être que tout cela est vrai. Peut-être que ce n'est qu'une légende, embellie au fil des générations, transformée en mythe. Peut-être que la vérité se situe quelque part entre les deux. Ce qui est certain, c'est que dans le Sud-américain de l'après-guerre de sécession, des confrontations comme celle-ci étaient possibles. La violence raciale était endémique. Le Ku Klux Klan terrorisait les communautés noires. Mais ces communautés résistaient aussi, parfois pacifiquement, parfois par la force. L'histoire de Nathaniel Freeman et de Pinewood, vraie ou non, représente quelque chose de plus grand qu'un simple incident. Elle représente la lutte pour la dignité, pour le droit de vivre libre, pour la possibilité de défendre sa famille et sa communauté face à l'oppression.
Et peut-être que c'est ce qui compte vraiment. Pas les détails exacts, pas les chiffres précis, mais le message. Que la résistance est possible, que la peur peut être surmontée, que même dans les périodes les plus sombres de l'histoire, des hommes et des femmes peuvent se lever et dire « non, pas plus loin ». Croyez-vous que tout cela s'est réellement passé? Y avait-il vraiment un homme comme Nathaniel Freeman qui a tenu tête au Ku Klux Klan et survécu? Ou est-ce une légende, un mythe créé par des gens qui avaient besoin d'espoir dans des temps désespérés? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires oubliées de l'histoire. Et partagez cette histoire avec ceux qui aiment les mystères sombres du passé. Parce que la vérité, quelle qu'elle soit, mérite d'être racontée.